L'emploi salarié n'est pas le seul moyen d'insertion dans le monde du travail, affirmait le président de la République dans son message à la jeunesse ce 10 février 2025. Au Cameroun, plus de 60% de la population est âgée de moins de 25 ans. Celle en âge de travailler représente 62%, soit un peu plus de 16 millions de personnes. Mais selon la troisième enquête sur l'emploi et le secteur informel de 2021, réalisée par l'INS, l'Institut national de la statistique, le taux d'emploi des jeunes de 15 à 34 ans est seulement de 39,3%. Le taux de chômage des jeunes diplômés serait 5 fois plus élevé. Et comment comprendre ce chômage ambulant en milieu jeune dans un contexte où ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Des occasions favorables pour saisir sa chance existent bel et bien. Laissons de côté multiples et diverses offres du gouvernement avec plans, projets et programmes à n'en plus finir pour se questionner, toi, jeune. Te considères-tu toi-même comme une opportunité? Et pourquoi pas? Twilight et plus ce soir, les opportunités possibles pour les jeunes et donne les clés pour saisir sa chance et tenter de s'insérer dans le monde de l'emploi. Bonsoir et bienvenue. Un panel jeunes encore à l'afflux, bien sûr, de plusieurs opportunités, vous livrent les secrets de leur réussite en tant que PDG, président directeur général de grosses boîtes et de gigantesques industries qui cartonnent et font parler d'eux. Une pause et on se retrouve bien installés. Sur la table du plateau de Twilight, ce soir, je vous le disais, un panel très jeune, de jeunes entrepreneurs, directeur général, président directeur général. On a donc Rose Simone Manguelet, directeur général du cabinet d'expertise financière M2 Finance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, Serge Ondobo, il est expert en lobbying financier et politique. Bonsoir Serge, bienvenue. Merci, bonsoir Carlette, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs de CRTV News à travers le monde. Autre chef d'entreprise sur ce plateau, Karine Andela, promotrice du Made in Cameroun, présidente de Assenia, une association d'entrepreneurs ingénieux d'Afrique qui font dans le cosmétique. Ces ingénieurs-là, l'agroalimentaire, les bois et ses dérivés, textiles, cuir, les technologies et j'en passe. Karine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Last but not the least, en présentiel sur ce plateau ce soir, Darren Lambeau et Belay, enseignant au lycée de Miiha. Miiha, c'est dans la région de l'extrême nord, Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci pour l'amitié que vous me faites en me conviant pour la seconde fois sur vos antennes. C'est surtout pour parler aux jeunes de nombreuses opportunités d'emploi que leur offre le gouvernement de la République sous l'impulsion du président de la République qui se soucie énormément des jeunes. La preuve en est qu'en 2009, le président de la République a scindé le ministère des Sports avec le ministère de la Jeunesse. C'est tout dire l'importance qu'il accorde à la jeunesse de son pays. Et le chef de l'État qui s'est exprimé ce 10 février 2025, une agresse à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse qui brave et dont ces braves fers de lance de la nation. Certains ont été cités en exemple. C'est d'ailleurs le cas de Tata Bakari qui est entrepreneur agricole innovant que nous aurons le plaisir d'avoir
en ligne ici même, en direct dans cette émission de Twilight. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes en ligne, Tata Bakary. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette édition de Twilight en direct dans la région de l'Ouest. Vous êtes notamment à Fumbot où vous nous appelez pour participer à cette édition. Dites-nous déjà, vous qui avez été cité en modèle par le président de la République dans son adresse à la jeunesse ce 10 février 2025, en quoi consistent vos occupations? Okay, bonsoir madame, c'est une très bonne question pour moi. Nous faisons dans la production du maïs haricot et nous faisons également dans la multiplication de bananes plantains. Nous faisons également dans le greffage des arbres fruitiers en général comme avocatiers et les agrumes. Nous faisons aussi dans la production du riz pluvial et nous faisons aussi également dans la production du niébé et en même temps que le miel. Donc voilà toutes les actions que le GICJAF mène. Merci bien pour cette première prise de parole. On reviendra vers vous tout à l'heure, le temps de poser la question, notamment à Rose Simone Manguele, directeur général du cabinet d'expertise financière M de Finance. Quand on parle d'opportunités pour la jeunesse, à quoi est-ce qu'on fait référence? Puisque nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, pour définir opportunité, je vais citer ce professeur de la Business Harvard School qui dit qu'une opportunité, c'est un problème, c'est une occasion, c'est une crise, c'est une fête, un événement qui peut être transformé en une entreprise qui fait de l'argent. Tout simplement. Donc quand on parle d'opportunité, c'est simplement quelque chose que nous pouvons saisir ou appréhender, y travailler et se faire de l'argent en y travaillant. Voilà. Alors, on parle là d'opportunités. Est-ce que ces opportunités-là se trouvent quelque part? La jeunesse doit saisir ces opportunités, mais où est-ce qu'ils se trouvent? J'ai envie de dire que les opportunités se trouvent partout. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Il n'y a pas un endroit spécifique où on va dire allons à cet endroit pour trouver des opportunités. Dans ma définition, je vous ai dit que ça pouvait être un problème, ça pouvait être une crise, ça pouvait être une fête, ça pouvait être un événement qui peut être transformé en une entreprise qui fait de l'argent. Prenons le cas de la Saint-Valentin qui aura lieu demain. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont lancés dans les surprises. Dans les fêtes, ils apportent des cadeaux surprises lors des fêtes d'anniversaire, lors de la Saint-Valentin, lors de la fête de Noël, les médailles, toute occasion, tout événement. Vous vous rendez bien compte que ce sont des fêtes à la base banales, ce sont des faits vraiment qui ne peuvent pas être occasion de se faire de l'argent, mais certaines entreprises se sont lancées sur ce marché et il y en a vraiment qui se font de l'argent. Pour vous, Karine Andela, promotrice du Made in Cameroun, présidente de Assegna, vous êtes d'avis, les opportunités se trouvent partout? Tout à fait. Les opportunités se trouvent effectivement partout, mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut créer ses propres opportunités. Et c'est là où tout le mot pour moi, opportunité a tout son sens. Parce que lorsque vous êtes un être humain, parce que nous sommes êtres humains, lorsque vous êtes une personne qui sait qu'autour de lui, il y a beaucoup d'opportunités, mais peut-être vous n'avez pas cette hargne, vous n'avez pas cette capacité à aller saisir ces opportunités. Moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est de créer vous-même des opportunités. C'est pourquoi, par exemple, moi, en tant que leader d'un réseau d'entrepreneurs, j'ai créé cette opportunité-là de mettre les entrepreneurs, les jeunes, les très très jeunes, avec vraiment des petites idées, des petits projets, des petites entreprises, les mettre ensemble. Et donc, à partir de cela, nous avons créé une petite opportunité qui est devenue aujourd'hui une grande opportunité. Et tout le monde suit aujourd'hui le mouvement dont nous partageons ensemble, c'est-à-dire la promotion du Made in Cameroun. Alors, Serge Ondobo, c'est le même avis partagé. Les opportunités se trouvent partout?
Oui, je suis plus proche de l'avis de madame. Je pense que les opportunités, elles sont dans nos têtes. Elles sont d'abord dans nos têtes. Il y a un problème de formation. Il y a un problème d'information. Il y a un problème, un déficit de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on doit prendre les statistiques pour voir combien de jeunes se trouvent dans les cités urbaines et combien il y en a en zone rurale. Souvent, on fait des beaux discours en langue de Molière sur les plateaux de télé pour parler des opportunités parce qu'on veut juste remplir un contrat d'une émission honorée à un programme gouvernemental qui nous paye derrière ou à un lobby qui nous soutient, mais on élude le vrai problème. C'est-à-dire qu'au niveau gouvernemental, il y a beaucoup de projets. Ces projets sont ignorés par les jeunes qui vivent dans les cités urbaines. Ils n'ont pas l'information. Il y a au moins 20 projets, je vous jure, entre le Minefop, le Minepia, le Minimesa, le Minijec, le Minepat et même le Minfi. Vous permettez que j'en cite quelques-uns avant de poursuivre, notamment le PIACI, programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, le PAGER-U, programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, plan triennal spécial jeunes, le Transfagri, qui est le projet de valorisation, de transformation et d'industrialisation des produits agricoles, entre autres, sans compter notamment le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Le Paris Jeudi, le SCD-TRAN, le PISMAV, le Probel, le Minepia, le FNE. Entre autres. Est-ce que les jeunes des villes, des cités urbaines sont au courant? Non. Est-ce que les promoteurs, pas les promoteurs, les responsables, le top management de ces programmes font un travail de sensibilisation, d'information de masse? Non. C'est des gens qui viennent au bureau, qui restent dans la clim, qui à 18h ils ressortent. Ces programmes ont quand même permis à plusieurs jeunes, notamment d'avoir des emplois stables et même temporaires. Je vous pose la question d'Aren Lambo Ebele, enseignant au lycée de Miha. J'y arrive cette fois dans la région de l'extrême nord. Ces opportunités, il n'y a pas que dans la machine gouvernementale qu'on les retrouve. Pas du tout. Je pense que le travail qu'il faut faire aujourd'hui, pour ce qui concerne la jeunesse, c'est de la réamorcer. Parce que, comme le disait tout à l'heure mon copanéliste, il y a un problème, il y a un déficit d'information. Les jeunes ne sont pas toujours au courant de toutes les opportunités qui leur sont offertes par les pouvoirs publics. Bon, et je pense que le président de la République qui a axé, l'un des points forts de son discours a été la formation en employabilité. Je pense qu'il a une grande idée sur cet aspect parce que le président a axé son discours sur les centres de formation professionnelle. Il a notamment indiqué que la scolarité a connu une baisse drastique pour ce qui est des centres de formation d'excellence, ce qui a accru de 500 000 à 50 000 francs. De 500 000 à 500 000 francs à 50 000 francs pour s'arrimer au standard du paiement de la contribution exigible dans les facultés. Et donc, le président se soucie donc premièrement de la formation, de la qualification professionnelle des jeunes. Donc, je pense on sait mieux saisir les opportunités lorsqu'on a une formation professionnelle. Et il y a comme cela beaucoup de centres de formation aux métiers qui sont créés un peu partout dans le pays. Donc, je pense que les jeunes devraient penser à se former davantage dans ce centre de métiers. Alors, je vous propose, chers messieurs et dames, de mettre davantage le cap sur la région de l'Ouest, où nous attend en ligne Tata Bakari, entrepreneur agricole innovant, cité notamment par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse du 10 février dernier. Tata Bakari, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour arriver notamment à la tête de cet important complexe fermier. Ok, déjà, je vais déjà dire, ça a été vraiment une très grande joie pour moi
que le président parle du Tata Bakary. Je ne savais pas, c'est arrivé comme ça. Je ne sais pas quoi dire, mais ça a été un plaisir et c'est un travail de l'équipe. C'est un travail de tous les jeunes que j'ai formés. C'est un travail de tous les jeunes Camerounais qui sont passés par le GIGJAF. D'ailleurs, déjà 460 jeunes et 680 stagiaires. C'est un travail de l'équipe. Comment j'arrive là-bas? Je viens de la rue. Mon histoire, il est très long. Je ne peux pas tout expliquer. Mon histoire, il est trop long. Je prends juste une petite partie. Je viens de très loin où je suis enfant de la rue. Je n'ai pas, où nous on vient, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas où dormir. On a l'occasion, Tata Bakary a l'occasion un jour de trouver l'opportunité d'arriver à l'IRAD en 2000. Où il arrive, il travaille avec Dr Boli et à peine en 2000, il est parti. En 2000, il part directement, à peine arrivé. Maintenant, Dr Njou arrive. J'ai saisi l'occasion d'être formé par les différents techniciens, ingénieurs, experts internationaux, maîtres de la recherche. Déjà là, j'étais toujours près de M. Fofé Lucas, qui est ingénieur agronome chez Alirat. De 2000 à 2007, j'ai été formé. J'ai été formé dans tout ce que je venais de citer. Déjà, entre-temps, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient en stage. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul qui les montrait comment travailler, qui les montrait comment s'aimer, qui les montrait comment faire la pratique sur le terrain. Et c'est là où je me rends compte que l'agriculture, je ne t'ai pas trompé. C'était un métier très important. Mais immédiatement, fini en 2007, j'ai créé le GIGJAF. J'ai créé le GIGJAF le 8 janvier 2008. Le 8 janvier 2008, si je ne me trompe pas. Et après ça, je voulais immédiatement me lancer dans mon propre compte, mais je n'avais pas de moyens. J'étais obligé de quitter Fumbot pour aller travailler à Yaoundé pour un particulier qui faisait 50 hectares de maïs, 50 hectares de gemgem. Et c'est comme ça que je me suis lancé avec un salaire de 70 000 par mois. Et comme j'ai quitté Yaoundé chaque jour, avec 10 000 chaque jour pour le déplacement, mais j'étais véhiculé. Et j'ai fait un an, je démissionne. Alors, de la rue à la tête d'un important complexe fermier, ça, il faut le faire. Mais de retour ici sur le plateau, dites-nous plutôt avec vous, Rose Simone Manguele, DG du cabinet d'expertise financière M2 Finance, est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises opportunités? Oui, clairement oui. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur l'intervention de mon copanéliste Darren qui a parlé de la formation. Et je voudrais dire qu'une opportunité a besoin d'être en adéquation avec beaucoup de choses. En adéquation d'abord avec les forces et faiblesses de la personne qui est en face de vous, en adéquation avec sa formation, en adéquation avec son environnement, en adéquation avec... comment je vais dire, j'ai envie de dire les opportunités, parce que nous, dans le secteur de la finance, nous avons une matrice que nous appelons SWOT, force, faiblesse, menace et opportunité. On parle beaucoup des projets, et la majorité des projets que vous avez cités sont des projets dans l'agriculture, dans l'élevage, bref, c'est beaucoup plus l'agriculture et l'élevage. Vous avez ces jeunes. Vous dites que de 15 à 34 ans, la majorité sont au chômage. Vous avez 39,3%. 39,3% de ces jeunes. C'est l'INS qui le dit, pas moi. Oui, vous avez cité l'INS. Ok. Ces jeunes ont grandi dans les villes. Ils ont fait les lycées. Ils arrivent à l'âge adulte après avoir eu des masters, certains des doctorats, dans certaines filières. Je n'ai pas envie de citer, je vais peut-être citer le droit, l'économie et beaucoup d'autres choses, la gestion, la comptabilité. Et ils se retrouvent sans emploi. Et on leur dit, retournez dans les villages et commencez à faire de l'agriculture. Pour faire de l'agriculture, je ne sais pas si vous le savez, il faut être physiquement fort. Il faut être mentalement fort, mais d'abord physiquement fort. Moi, j'ai essayé l'agriculture. Je ne le cache pas, j'ai abandonné. J'ai abandonné quelques années après parce que ça, clairement, ce n'était pas pour moi.
vraiment. Ce n'est pas que j'ai grandi en ville, non, j'ai grandi dans les villages. Je suis née à Nguélémendouka. Mais en sixième, je suis arrivée au lycée Leclerc et à partir de là, je suis restée dans les villes. J'ai fait comme tous les jeunes à qui on dit « la terre ne ment pas ». Je suis rentrée au village, j'ai essayé de faire l'agriculture. Je suis désolée, ça m'a dépassée. Donc, je dis, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que les opportunités, comme vous les définissez, les projets, sont en adéquation avec la formation? C'est peut-être en adéquation avec notre environnement. Nous avons des terres à profusion. Nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes dans une politique d'import-substitution. Mais est-ce que ces projets sont en adéquation avec la formation des jeunes, avec même leur mental? Moi, il m'arrive dans le cadre de l'association que je dirige, d'aller dans les villages et même de parler aux jeunes dans les universités. Essayer de faire de l'agriculture. Et puis, ils ont souvent une réponse. Ils vous disent, ah oui, c'est vrai, leurs enfants passent le concours de l'ENAM et c'est nous qui devons aller travailler dans les champs. Je ne suis pas en train de dire que ces jeunes ont raison, mais je voudrais rejoindre son propos en disant, il y a un travail de fond qui doit être fait. Lequel? En ce qui concerne notre génération, Quel c'est travail? bon, les carottes sont cuites, j'en viens. Les carottes sont cuites. Pour nous, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de fomenter notre mental. Parce que nous, on a fait les lycées. Moi j'ai un bac D, j'ai un bac C. J'ai essayé de faire médecine, ça n'a pas marché. Je me suis rabattue dans la finance et je m'épanouis dans le secteur de la finance. La plupart des jeunes... Mais est-ce que la problématique plutôt, ce n'est pas que chaque jeune doit trouver son domaine de définition? Tout le monde ne peut pas faire de la finance, tout le monde ne peut pas faire de l'agriculture, tout le monde ne peut pas faire des TIC, Karine Andela. Alors, je me dois quand même de le dire aux jeunes. Il faut écouter les informations, il faut être très à l'affût des informations dans le monde. Sachez-le, ce qu'on appelle aujourd'hui l'avènement des TIC, surtout même des nouvelles technologies, cela arrive tellement, très rapidement, que beaucoup de personnes seront larguées. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Donc, si aujourd'hui, nous l'appelons le patriarche, le chef de l'État, vous dit aujourd'hui en tant que leader, c'est quand même le leader du Cameroun, et qu'il puisse vous dire ouvertement qu'il faut aller au champ, pour moi, ce n'est pas une insulte. Au contraire, on dit souvent que ce que le jeune voit étant debout, un vieux le voit étant assis. Vous comprenez? Tout à fait. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Vraiment, parfois, j'ai souvent envie de parler avec beaucoup d'émotion en leur disant que vous les jeunes, si vous ne le savez pas, le monde est en train de changer. Il y a effectivement 50, 100 ans, je ne sais pas, peut-être 800 ans avant, oui, on vivait dans un autre monde. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, sinon au 3e millénaire, nous sommes en train d'entrer dans quelque chose que je me demande si l'Afrique est déjà préparée. Donc quand on vous demande de vous concentrer sur des métiers, surtout les métiers qui vous font travailler, pas seulement avec les mains, mais d'allier la technologie, parce que même étant avec votre téléphone, vous pouvez contrôler votre champ, il y a beaucoup de technologies derrière qui se joignent à cette agriculture. Comme quoi? Des nouvelles. Pardon. Comme non, quoi, il y a des applications. Pas que la force non, physique. ce n'est pas que de la force physique. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons des technologies comme l'utilisation des serres. C'est-à-dire que dans une surface de 500 mètres carrés, que d'avoir 50 hectares à gérer 50 hectares de tomates, vous pouvez les avoir à 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés, et vous-même, vous êtes là en train de suivre votre petite parcelle qui vous produit peut-être plus je vais dire quoi, une grande productivité. Par contre, ceux qui ont fait peut-être 50 hectares, 30 hectares, ils vont vous envier parce qu'ils ne pourront pas gérer tout cela ensemble. Alors moi, il y a cela que moi je pourrais dire aux jeunes aujourd'hui, que faites très attention. Le monde ne va pas nous attendre. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de se placer et vous êtes jeunes. Effectivement, comme Mme Manguele disait tout à l'heure, que l'ancienne génération est bloquée dans un espace-temps, qu'ils ne peuvent plus sortir de là. Mais vous, les jeunes, vous êtes en train de voir tout ce qui est en train d'arriver. Apprenez à vous informer. Moi, c'est vraiment mon combat depuis 8 ans aujourd'hui. Informer les jeunes, leur dire que les possibilités et les opportunités qui sont en train de se présenter devant vous, même seulement par les NTIC, combiné à l'agriculture, à la nouvelle génération, aux nouvelles technologies, pour dire cela,
cela, arrimez-vous à cela, prenez des informations dessus, formez-vous dessus, parce que d'ici 5-10 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. On vous a entendu sur ce sujet-là. Alors, j'aimerais qu'on retourne en ligne quand même avec vous, Tata Bakary. Vous êtes un entrepreneur agricole excellent dans votre domaine. Vous accordez d'ailleurs plusieurs formations aux jeunes et vous l'avez dit. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait la clé, qu'est-ce qui est la clé de votre succès, notamment? Et je fais un an, je démissionne, je reviens donc à Fumbot. Je reviens donc à Fumbot pour me lancer à mon propre compte. Mais jusqu'à là, ça n'a pas tenu. Je suis encore reparti travailler pour un autre particulier où je reviens en 2011. En 2011 maintenant, pour de bon, pour me lancer à mon propre compte. Et mon histoire était seulement de former les jeunes enfants de la rue. Et c'est comme ça que le 20 décembre 2015, je lance cette formation. Et je pense que c'est cette formation qui m'amène où nous en sommes aujourd'hui. Oui, mais dites-nous, quelles sont les clés de votre succès, Tata Bakary? Les clés de mon succès, c'est quoi? C'est la patience et le courage, parce qu'il y a des jours où je me levais et tout était bloqué, mais ce qui m'a encouragé à avancer, c'était la patience et le courage. J'ai regardé d'où je viens et cela m'a poussé à avancer parce que étant jeune, je me rappelle, il y avait certains jeunes qui m'appelaient gentleman. Et c'est ça qui m'a poussé à travailler dur et j'ai regardé d'abord déjà d'où je viens. Je venais de loin et cela m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui et il faut avancer. Merci beaucoup pour cette autre réponse en direct sur le plateau de Twilight, Tata Bakary. Je retiens qu'il vous a fallu de la patience et du courage pour notamment arriver à la tête de ce complexe fermier qui aujourd'hui emploie de nombreux jeunes à travers le triangle national et surtout beaucoup d'enfants sortis de la rue, notamment Serge Ondobo, expert en lobbying financier et politique. Vous aussi, vous êtes dans cette lancée-là. Vous êtes à la tête notamment d'un groupe, président, directeur général du groupe Mossisi, entre autres, pour ne pas le nommer, ce groupe-là. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a valu ce succès-là aujourd'hui? Je voudrais d'abord dire qu'il faut revenir sur le problème central. Il faudrait absolument que les gouvernements adaptent les réalités de la ville à celles des campagnes. Merci. Parce que les campagnes sont lésées. On fait comme si le monde, comme si le Cameroun se limite à Yaoundé et à Douala. Je vous rappelle que Tata Bakary appelait en direct de Fumbot dans la région de l'Ouest où il est installé et notamment offre diverses formations aux jeunes qui sont à ses côtés. Tata Bakary, pour moi, j'ai du respect pour son parcours. Pour moi, c'est une success story. C'est une référence. Partie de la rue. Oui. Maintenant, il faut avoir un mindset particulier pour arriver à ce succès. Un peu comme la dame avait refusé d'aller au champ parce qu'elle savait quand même intérieurement qu'elle avait d'autres potentiels, d'autres capacités. Mais pour vous, personnellement, on vous a entendu sur cette question. Qu'est-ce qui a contribué notamment à forger ce succès que vous avez aujourd'hui? C'est là où je voulais en venir. À un moment donné, je me suis retrouvé seul face à moi-même. Je sentais bien qu'il n'y avait personne au monde qui pouvait me tenir la main. Et j'ai été plutôt encadré par des gens très très importants, mais tout de suite j'ai compris que dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même. Alors je me suis mis à développer mon relationnel, parce que chacun doit identifier son point fort. Chacun doit identifier, comme ma voisine, son potentiel, c'est son talent. À partir de là, on ne se met pas à la peau de Tata Bakary parce qu'il a réussi, vous allez faire la même chose. Non, vous pouvez vous planter. Mais il faut se dire que si on cherche à réussir, la première chose, vous ne pouvez pas chercher la vie et vouloir vivre. Ce n'est pas possible. Il faut survivre le plus longtemps possible. Il faut beaucoup de résilience pour réussir à mettre sur pied un projet qui marche. Si vous voulez porter les habits chics, alors que vous êtes de famille précaire, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Si vous voulez avoir un smartphone qui coûte 1 000 €, 1 million ou 600 000,
alors que vous n'avez pas d'emploi, c'est un problème. Parce que le smartphone vous coûte l'argent même quand vous êtes dans votre lit. Chaque SMS que vous faites, ça vous ruine. Ça vous ruine doucement mais sûrement. Il faut avoir des objectifs. Il faut se dire comment faire pour les atteindre. Alors, à partir du moment où je me suis dit, moi j'ai une grosse capacité de rassemblement, une grosse capacité de relationnel, alors je me suis dit, pourquoi pas. Je suis allé à l'assaut d'abord de mon pays, où je me suis fait un tas de relations importantes. Et puis je me suis dit, pourquoi pas. Ces relations, à un moment donné, il faut les mettre, il faut les rendre utiles, il faut les capitaliser. C'est comme ça que je me suis dit, bon voilà, si je connais quelqu'un qui fait dans la finance, qui finance des projets, et je connais un décideur, je peux les mettre en contact pour venir financer les panneaux solaires ou les bonnes fontaines. Mais c'est déjà qu'il faut avoir des idées, connaître son point fort, comme vous l'avez dit, Karine, ou plutôt Rose Simone Manguelet. Alors, il faut se connaître. Tout le monde ne peut pas tout faire. Vous, qu'est-ce qui a... Vous avez retrouvé, vous vous êtes retrouvé à la suite de plusieurs tentatives. Est-ce que ce n'est pas plutôt un chemin aussi indiqué pour finalement se retrouver? Non, je ne dirais pas que c'est un chemin indiqué. Hein. Je suis une as de la faillite. J'ai envie de le dire. Ça signifie que j'ai fait plusieurs faillites. Aujourd'hui, l'entreprise que je dirige, M2 Finance, a été formalisée en 2019. Mais en 2010, je faisais déjà un peu du conseil financier. Je donnais déjà des formations pour le compte de ONU Femmes. Mais il faut dire qu'à cette époque, j'avais encore un contrat salarié dans une banque de la place. Donc c'est en 2019 que véritablement mon entreprise a été formalisée. Mais je ne peux pas vous dire que ça a été facile. C'est justement parce que ça n'a pas été facile et que on entend, moi je l'ai toujours entendu, il faut faire l'agriculture. Mon papa, en décédant, a laissé des hectares de cacaoyers, des hectares de caféiers. Il était dans l'agriculture. Donc j'ai essayé pour me créer une autre source de revenus. Mais au lieu de me créer une source de revenus, j'ai plutôt perdu de l'argent. Karine a parlé de l'agriculture sous serre. Mais honnêtement, est-ce que vous savez que faire 500 mètres carrés de serre coûte plus cher que faire 1 hectare de maïs? Mais ça coûte vraiment plus cher. Peut-être Rose Simone Manguelet, que vous avez finalement pu trouver votre voie. Mais il y a ces jeunes, notamment de 12, 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, voire même, qui ne savent du tout pas où aller, que faire, ce qu'on va faire dans l'avenir, quel métier choisir. À eux, comment saisir ces opportunités? Karine Andela. Alors déjà, il faut savoir que toute la jeunesse qui peut nous suivre ou alors qui est là au Cameroun devrait déjà par là se retourner vers leurs parents. Parce que nos parents sont nos premiers modèles. Ça, il ne faut pas qu'on se le mente. C'est vrai que d'autres vont dire, beaucoup de parents aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils ont fait, on ne voit véritablement pas, je vais dire comme ça, la richesse derrière ce qu'ils ont fait. Peut-être la plupart qui ont réussi sont des commerçants. Nous, par exemple, dans le Made in Cameroun, nous sommes en train de défendre une autre idéologie qui est de transformer, de produire d'abord et de transformer toute notre richesse locale. Ça devient un autre paradigme. Mais ça ne veut pas dire que les Camerounais ne font pas la transformation depuis. C'est juste qu'ils n'ont pas compris que tout ce que nous sommes en train d'utiliser, de consommer, qui viennent à l'extérieur, c'est parce qu'ils transforment chez eux. Le Brésil, l'Inde ou même la Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 30-50 ans? Ils se sont lancés, des familles et des familles cultivaient le riz avec la main. Disons-nous les vérités, au Cameroun, on veut sauter les étapes. Mais pourtant, si on veut redynamiser, que ça soit, comme on dit, soit la révolution agricole, il faut d'abord que les Camerounais sachent qu'on ne peut pas traverser ou alors on ne peut pas fuir certaines étapes dans la vie. Alors, pourquoi pas? Aujourd'hui, on avait, il y a peut-être 10 ans en arrière, on faisait le travail manuel à l'école. Alors, pourquoi ne pas retourner vers ce type de pratique? C'est-à-dire qu'un jeune
plus aimer ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on t'envoie vers la terre, c'est parce qu'on veut t'apprendre l'amour de la terre. Ce n'est pas un fardeau. Nous avons été nourris par cette terre. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents même, qui sont aujourd'hui des cadres, des ministres et tout, ont été nourris par cette terre. Aujourd'hui que nous avons tourné la terre, voilà le résultat aujourd'hui. Le chômage est partout, le sous-emploi est partout. Donc moi, ce que je peux dire, entre 10, 15, même pas 10, je vais dire 15 ans, 16 ans, c'est-à-dire les jeunes, avant d'être majeurs, il faut qu'on les apprenne l'amour de la terre. À partir de l'amour de la terre, chacun pourra se dire, est-ce que je veux vraiment faire de ça mon cheval de bataille? Est-ce que je veux vraiment faire de ça mon business? Et plus tard, chacun aura une décision favorable pour lui-même. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour revenir à Darren, Lambo et Belay, j'ai ce message qui me vient d'une jeune qui dit notamment avoir saisi l'opportunité d'être ménagère dans une maison pour pouvoir se payer de ses cours de formation pour aujourd'hui s'installer à son propre compte. Que vous suggère cette histoire-là? Oh, Seigneur. Elle est tout simplement fantastique parce que si elle a travaillé comme femme de maison, comme femme de ménage quelque part, ayant une idée de s'installer à son propre compte, ça veut tout simplement dire qu'avant d'y arriver, elle savait déjà ce qu'il fallait faire. Et elle dit d'ailleurs que c'est cela qui lui a permis notamment de payer ses cours du soir pour y arriver. Bon, je vais peut-être m'incliner vers une des formations professionnelles puisque je suis enseignant. Le président de la République s'est beaucoup attardé sur le binôme formation-employabilité. Il a notamment parlé de l'offre de formation qui est quantitative et qualitative. Oui. Mais en tant qu'homme de terrain, j'ai un peu de réserve sur la qualité. J'ai un peu de réserve sur la qualité parce que si la quantité y est, la qualité laisse encore un peu à désirer. Parce que... Vous ne pouvez pas le dire parce que moi aussi je suis le produit d'une école de formation professionnelle. Vous d'ailleurs aussi sorti de l'école normale supérieure. Mais vous encadrez notamment les jeunes, vous qui êtes enseignant de lycée. Est-ce que dans leur mindset, ces jeunes-là, est-ce qu'ils pensent notamment à saisir les opportunités autour d'eux dans la mesure lorsqu'on sait que le taux de chômage serait 5 fois plus élevé chez les jeunes diplômés? Et pour répondre à votre question, je vais poursuivre sur ma lancée. Je suis de l'enseignement secondaire. Je suis de l'enseignement secondaire et il y a un point avec les CETIC et les lycées techniques. Il n'y a pas d'atelier. Les CETIC et les lycées techniques ne sont pas suffisamment équipés. Raison pour laquelle j'étais disant que l'offre de formation en quantité est évidente, mais la qualité laisse encore à désirer. Le dire n'est pas polémique. Elle n'est peut-être pas formidable, parce que si vous mais il y en a quand même. si vous ne voulez pas que ça vienne d'un enseignant, de qui voulez-vous que ça vienne encore? Mais Darren, pour ne pas vous prendre au mot, dans nos quartiers, on a ces menuisiers, on a notamment plusieurs techniciens qui nous viennent en aide lorsqu'on a un petit problème d'appareil. Ils sont là. Vous pensez qu'ils ne sont pas assez formés et pourtant ils nous servent amplement? Il y a un déséquilibre dans la dotation. Alors elle est peut-être insuffisante. Il y a des équilibres dans la dotation des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel. Vous allez par exemple voir qu'un lycée technique comme Colbison à Yaoundé est très bien outillé. Ce ne sera pas par exemple le cas d'un autre lycée technique qui est Angel Medouka, puisque nous-mêmes, professeurs des matières d'enseignement général, je suis professeur de français, même d'histoire, vous êtes aussi parfois affecté dans un lycée d'enseignement technique ou bien dans un CETI, et vous observez. Alors, j'aimerais qu'on réponde à cette autre question, notamment qu'est-ce qui freine l'élan des jeunes vers l'entrepreneuriat? À vous, Rose Simone Manguelet, directeur général du cabinet d'expertise financière M2 Finance. Je suis désolée, mais je n'ai pas l'impression que les jeunes soient freinés vers l'entrepreneuriat. J'ai même plutôt l'impression que les jeunes veulent de plus en plus se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, mais comme je disais, est-ce qu'ils en ont les moyens?
Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. En parlant de moyens, je ne parle pas d'argent. Je parle surtout de mental. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, la seule certitude que vous avez, c'est la certitude de vous casser la gueule. C'est la seule certitude. Donc, il faut que vous soyez capable de vous relever autant de fois que vous tombez pour pouvoir avancer. On a parlé de M. Bakary. Oui, et d'ailleurs, Bakary, vous allez poursuivre tout à l'heure, le temps de lui demander, Tata Bakary. Merci de nous suivre en ligne toujours. Hein. C'est un privilège de vous avoir ce soir en direct sur ce plateau de Twilight depuis Fumbo dans la région de l'Ouest. Alors, vous l'avez dit, votre parcours n'a pas été facile. Quelles ont été vos difficultés? Parler de mon parcours, ce sont les moments difficiles dans ma vie où, quand je pense aujourd'hui, je pleure. C'est pour ça que mes 5 enfants, je fais tout pour qu'eux, ils ne passent pas là où je suis passé, parce que mon parcours est trop difficile, c'est trop long à expliquer. Mais chaque personne dans sa vie a un parcours. Quand vous imaginez un jeune qui n'a pas où dormir, que la nuit doit lui trouver où ça lui prend, il dort. C'est difficile, c'est un parcours qui n'est pas bien. Et c'est un parcours que les jeunes ne doivent pas subir. Et c'est pour ça que j'entends former beaucoup de jeunes avec le soutien de l'État. C'est pour ça que j'entends descendre dans la rue de toute la ville de mon pays, discuter avec les jeunes qui dorment encore dans les vieilles voitures, dans la rue, pour pouvoir les enlever de là en les formant et que l'État m'accompagne dans ces tâches. Ce n'est pas le moment où il faut penser. Ça a été le moment difficile pour moi. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un rêve. Merci beaucoup. On vous écoute avec beaucoup de peine, mais aussi beaucoup de joie puisque vous avez réussi. Alors, vous poursuivez Rose Simone Manguele en quelques secondes seulement. J'étais en train de dire que lorsqu'il a commencé son propos, il a débuté son parcours en 2000. On est en 2025. Ça signifie que de 2000 à 2025, il bossait. La reconnaissance est venue 25 ans plus tard. Aujourd'hui, nous voulons avoir des réussites, j'ai envie de dire popcorn. À peine on a commencé, à peine on s'est dit, il faut que ça aille. Et puis les réseaux sociaux n'aident pas beaucoup. Il y a des personnes qui présentent entre guillemets, des faux modèles de réussite et puis qui ne disent pas la vérité aux jeunes. Il faut qu'on apprenne à la jeunesse d'aujourd'hui à retrousser ses manches parce que absolument rien n'est facile. Monsieur Tata a pris 25 ans pour être à ce niveau. On va y revenir alors, le temps de marquer une pause dans cette édition de Twilight qui vous revient juste dans quelques instants. À tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème jeunesse, comment saisir les opportunités. Et Rose Simone Manguele, directeur général du cabinet d'expertise financière M2 Finance. Vous parliez notamment de l'élan vers l'entrepreneuriat. Oui, je parlais de l'élan vers l'entrepreneuriat et j'étais en train de dire que beaucoup de jeunes se lancent vers l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat est devenu une mode. Tout le monde veut faire dans l'entrepreneuriat, mais les jeunes ne se rendent pas compte à quel point il faut du travail pour entreprendre. Si vous êtes chef d'entreprise, je vous assure que vous travaillez, j'ai envie de dire, 10 fois plus qu'un salarié. Et je le dis partant de la posture d'une personne qui a été salariée pendant 14 ans et puis qui, après, a décidé de créer sa propre entreprise. Quand vous êtes salarié, je vous assure, vous êtes confortable. Oui. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous faites face à des difficultés et surtout à des responsabilités. Vous êtes responsable vis-à-vis de vos employés, vous devez payer leur salaire. Vous êtes responsable vis-à-vis de vos bailleurs, de votre fournisseur, vous êtes responsable vis-à-vis de l'administration fiscale. Ce sont
des responsabilités auxquelles vous devez faire face. Oui. Aujourd'hui, les jeunes doivent savoir qu'il faut véritablement travailler si on veut aspirer à la réussite dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on peut voir Madame Anguelet, qui est DG d'un cabinet d'expertise financière, mais le parcours de Madame Anguelet n'a pas commencé en 2025. De la même manière que M. Tata Bakari a dit qu'il a commencé en 2020, j'ai commencé il y a plusieurs années. Oui. Moi, j'ai dû faire des licenciements sociaux dans mon entreprise. Et ce n'est pas évident de s'asseoir devant une dizaine d'employés et de leur dire « Je suis désolé, mais je ne peux plus faire face à mes engagements ». Et les gens ne peuvent pas s'imaginer que j'ai cumulé 13 mois d'arriérés de loyer professionnel, que je n'arrivais plus à payer parce que le marché était difficile. Mais j'ai fait quelque chose et je voudrais dire merci au Minimesa qui m'a donné la formation Impretech. Et c'est au cours de la formation Impretech que j'ai appris, par exemple, ce qu'on appelait le locus interne. Se rendre responsable de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, les jeunes aiment dire le gouvernement, on ne m'a pas financé, on me refuse l'argent et tout et tout. Tout, c'est la faute de tout le monde. Ce que les jeunes devraient savoir, c'est que dès que vous rendez les autres responsables de votre situation, vous vous enlevez complètement le pouvoir de changer votre situation. C'est bien dit. Serge, d'abord, sur cette même question, qu'est-ce qui freine l'élan des jeunes vers l'entrepreneuriat aujourd'hui? Je pense encore qu'il y a un déficit d'information. Les jeunes ne s'informent pas. Les jeunes, ou alors s'informent mal. Par exemple, le chef de l'État a parlé des opportunités digitales. Alors, lorsque les jeunes qui ont la chance d'être connectés sur Internet, ils vont plutôt vers les loisirs, vers les buzz qui ne sont pas utiles. Alors que sur Internet, il y a toutes les formations gratuites possibles. Lorsque on a le souci, le devoir d'avoir un projet, d'avoir des ambitions pour aller loin. Maintenant, l'autre chose, pour la jeunesse rurale, je souhaite qu'on fasse des programmes, que les jeunes, même en cité urbaine, et que les pouvoirs publics fassent des programmes pour aller dans les zones rurales qui n'ont pas accès à Internet, où il n'y a pas suffisamment d'électricité, pour les sensibiliser, les informer sur l'orientation à donner à leurs projets possibles. Souvent, on cherche loin ce qu'on a à côté. La terre, elle est très riche et tout le monde a accès à la terre au Cameroun. Il y en a à profusion. Maintenant, il y a aussi un problème d'égoïsme. Les jeunes veulent réussir tout seuls. C'est difficile. Si vous n'avez pas de garantie bancaire, vous ne pouvez pas facilement avoir des financements. Mais si vous êtes 20, 50, ça devient sérieux, ça devient crédible. Et si vous mettez de côté 10 000 francs par mois, chaque jeune, même ceux qui sont en zone rurale, sont capables d'économiser, d'épargner 10 000 francs par mois. Alors si vous êtes 50, ça fait un projet sérieux. Lorsque vous vous levez pour demander des financements auprès des institutions bancaires ou même gouvernementales, c'est plus facile. Si vous êtes réunis en GIC, en communauté, c'est beaucoup plus digeste. Maintenant, au niveau d'Internet, par exemple, la Chine a interdit TikTok, parce que TikTok influence négativement les jeunes. Pourtant, c'est eux qui ont créé TikTok. Mais eux-mêmes ne suivent pas les mêmes programmes. Alors, TikTok, il y a des programmes sur Internet qui sont nocifs pour les jeunes. Comme on a vu, on devrait suspendre tout simplement. Et puis, il y a les coûts d'Internet qui sont un peu élevés. Et la qualité aussi, je souhaite que les opérateurs d'Internet fassent un effort pour rendre Internet un peu moins cher. Même s'ils sont des géants capitalistes et qu'ils travaillent notamment pour gagner davantage. Alors, Tata Bakari, on vous revient sur cette question notamment. Dites-nous, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'élan des jeunes vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui freine les jeunes aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que ce qui freine les jeunes aujourd'hui, c'est que les jeunes d'abord soient être engagé. Lorsque un jeune n'est pas engagé, il ne peut pas avancer. Lorsque un jeune a plein de diplômes et qu'il pense à ses diplômes, il n'est pas engagé. Nous devons d'abord mettre l'accent sur le gouvernement et s'engager d'abord pour notre propre intérieur et avant d'y penser au gouvernement bien après.
la plupart des choses que les jeunes font, c'est qu'ils ne sont pas engagés. Ils voient un jeune qui est déjà avancé, ou bien un monsieur qui est déjà avancé, il veut immédiatement être comme ce monsieur. Moi, Tata Bakary, j'ai commencé à faire les plans d'avocat avec 300 plans. J'ai commencé à faire le champ avec moins de demi-hectare. Mais aujourd'hui, je suis à une quarantaine d'hectares. Je rêve déjà à toucher 70 hectares dans le jour à venir. C'est parce que j'ai commencé petit à petit. Et je pense qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui dit, Bakary est à 100 hectares, moi je vais commencer avec demi hectares. Et d'ici 20 ans, je vais arriver comme Tata Bakary. Je pense que c'est ça. J'ai toujours eu le courage. En 2017, je pense que ça n'allait plus avec moi. Mais quand j'ai regardé M. Samuel Eto'o-Fils jouer fort, et cela m'a donné le courage. Et j'ai dit, je vais arriver. Un jour, je serai comme Samuel Eto'o. Et jusqu'à nos jours, je me bats pour être comme lui. Je pense que l'entrepreneur doit être quelqu'un qui a la patience, qui a le courage, quelqu'un qui a le rêve d'avancer. Lorsque on rêve sur ce qu'on ne peut pas avoir, on arrive à avoir. Être toujours un bon travailleur. C'est ça. Pour moi, c'est ça l'histoire. Alors, dites-nous, Tata Bakary, vous avez des conseils notamment à donner à cette jeunesse-là pour qu'elle entreprenne davantage, pour qu'elle prenne définitivement, emprunte le chemin de l'entrepreneuriat. Il faut toujours beaucoup d'argent avant de créer un projet. Oui, Tata Bakary, on vous écoute. Alors dites-nous, est-ce qu'il faut toujours beaucoup d'argent avant de créer un projet? Quel conseil est-ce que vous avez à donner, à prodiguer à cette jeunesse aujourd'hui? Quel conseil je peux donner aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est de leur donner le conseil d'où je suis passé. Je commence les arbres fruitiers 300 plants avec 8 000 francs. Je quitte de 8 000 francs à 450 000. Je commence à produire le maïs demi-hectare. Je n'avais que 150 000 dans ma poche. Je quitte de 150 000 francs à 800 000. Donc, le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est d'aller étape par étape. Quand vous voulez être un entrepreneur qui vient immédiatement, il sort de l'école ou bien il est formé, il quitte directement avec 1 million, 2 millions, il ne peut pas faire un long parcours. Si vous allez demander à beaucoup de jeunes, et j'en connais beaucoup qui ont fini. Merci Tata Bakary, on a pu vous suivre notamment avant cette interruption. De retour ici en plateau avec vous, Karine Andela, promotrice du Made in Cameroun, présidente de ASENIA, Association d'entrepreneurs ingénieux d'Afrique. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce stade aujourd'hui? Alors ce qui m'a permis d'arriver à ce stade aujourd'hui, déjà, c'est la vision que je portais. Je me suis dit, j'ai autour de moi beaucoup de jeunes qui ont effectivement des diplômes et qui se disent qu'il faut attendre, aller postuler soit en concours de l'État ou alors on va les appeler peut-être dans une banque ou dans une autre structure. Et je me suis dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble et aller vers ces promoteurs-là qui fabriquent des produits, peut-être qu'ils n'ont pas fait des études et des grandes études, et vous allez leur apporter simplement votre expertise. C'est comme ça qu'est née l'idée de promouvoir le Made in Cameroun. Parce que je me disais derrière que ces artisans-là, peut-être qu'ils n'ont pas fait des études, comme je disais tantôt, mais ils ont un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là pourrait, à notre sens, nous pourrons le mettre vraiment en visibilité. Et petit à petit, merci pour l'avènement avec l'avènement des réseaux sociaux. Nous, on s'est servi des réseaux sociaux, effectivement, pas pour faire n'importe quoi, mais plutôt présenter aux yeux du monde ce que les Camerounais savent faire. Parce que les Camerounais font des choses depuis des décennies. Si aujourd'hui on parle d'une DOP,
qui est un tissu ou un habillement qui est depuis des siècles et des siècles au Cameroun. Ça veut dire que nous avons quand même une richesse locale. Si aujourd'hui on dit le Cameroun a un produit comme le poivre blanc de Pendia qui est labellisé, ça veut dire que nous avons de la matière première depuis des années, depuis des siècles au Cameroun. Mais on ne savait pas mettre cela en valeur et en lumière. Donc nous, au sein de l'association Assegna, on va simplement mettre cela en lumière et petit à petit, que ce soit le pouvoir public, que ce soit le secteur privé, ils vont commencer à s'intéresser parce qu'on a dit quoi, le Cameroun, c'est son économie est basée sur le bail amselam, comme on dit, c'est-à-dire on peut acheter ailleurs. Voilà, l'informel déjà, mais aussi aller acheter ailleurs pour revenir vendre au Cameroun. Pourtant, dans le monde entier, tout le monde qui parle de pays en voie de développement ou des pays industrialisés ou des pays de développement, c'est qui transforment la matière première. Alors, pour moi, le Cameroun, c'est un scandale géographique. On le sait, 4 grandes zones agroécologiques, ça veut dire qu'on peut cultiver tout ce qu'on veut au Cameroun, tout ce que les Africains même, qu'on va nourrir dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui va nourrir l'Afrique? Pour moi, le Cameroun devait se positionner dans ce secteur-là et c'est pourquoi il faut véritablement valoriser ce label Made in Cameroun. Et je remercie aujourd'hui l'État camerounais. En 2025, ils ont décidé, par le programme PIFMAF, au sein du ministère du Commerce, de porter cela et de mettre ce label sur pied. Ça montre qu'ils comprennent, c'est-à-dire le gouvernement essaie déjà de comprendre les enjeux derrière. Et à nous le secteur, je peux dire, le secteur social, nous devons simplement dire aux Camerounais de consommer les produits locaux, made in Cameroun. C'est ce qui peut, à mon sens, aider l'entrepreneur qui produit son produit pour être vendu. Si eux, le consommateur à la maison qui nous écoute, n'achète pas ces produits camerounais, le Made in Cameroun ne va pas marcher ou ne va pas fonctionner. C'est entendu et c'était votre dernier tour de table d'arène. On a pu suivre des propos de Tata Bakary tout à l'heure, qu'il faut aller d'étape en étape. C'est ce que vous avez fait. Bon, je ne pense pas que je sois dans le même schéma que les chercheurs d'emploi parce que j'ai la grâce d'être fonctionnaire. Donc, vous êtes né fonctionnaire? Bon, je ne suis pas né fonctionnaire, mais bon, voilà, mais je suis fonctionnaire. Mais puisque votre émission... Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme tout le monde sorti d'une école de journalisme, j'ai dû être correspondant des médias étrangers. Et puis, bon, voilà. C'est-à-dire que vous aviez des rêves et vous avez pu saisir plusieurs opportunités. J'ai travaillé pour plusieurs médias locaux. J'ai travaillé pour le groupe La Météo. J'ai été correspondant CEMAC. Bon, j'ai été correspondant CEMAC d'un groupe de médias belges, entre autres. Alors, et puis, entre-temps, je tentais les différents concours, ENAM, École normale, INGS, et puis paf, un bonjour. Pour en sortir définitivement, comment saisir les opportunités, quels conseils? Pour comment saisir les opportunités, je conseillerais à tous les jeunes de se rapprocher de tous les centres multifonctionnels de promotion des jeunes pour avoir l'information appropriée sur les opportunités qui leur sont offertes par le gouvernement, d'intégrer le programme de réarmement moral et d'insertion, comme l'a indiqué le président de la République dans la Grèce du 10 février, et puis de se rapprocher du Conseil national de la communication. Mais par ailleurs, le président de la République a aussi indiqué que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Et je vais défendre ma chapelle. De quoi rêver peut-être, mais Serge Ondobo, merci, on vous a suivi. Serge Ondobo, quel conseil est-ce que vous donnez à la jeunesse pour sortir en quelques 30 secondes? Oui, Madame Esso, les jeunes doivent être des patriotes à la base. Ils doivent être des patriotes. Ils ne doivent jamais imaginer brûler leur pays ou casser leur pays ou passer la journée à critiquer les dirigeants, les patrons des institutions de leur pays. Ils doivent aimer profondément leur pays, comme leur cellule familiale de souche. À partir de ce moment, il ne faut pas être égoïste. Ils doivent se mettre en communauté. Ils doivent se mettre en groupe pour chercher à faire valoir leur savoir-faire auprès des chefs de village, auprès des institutions, des sous-préfets, ceux qui sont en zone rurale. Lorsque vous êtes en groupe, c'est plus facile d'obtenir l'attention des décideurs. Ensuite,
il faut chercher à avoir de l'ambition. Si vous n'êtes pas ambitieux, si vous ne dormez pas en rêvant de quelque chose, vous n'existez pas. Alors vous ne pouvez pas arriver si vous passez le temps à boire de l'alcool, à faire des buzz sur Internet ou à insulter des autorités ou à parler de la politique. La politique, ce n'est pas très important. Ça viendra. Il faut être patriote, il faut avoir des projets, il faut être ambitieux et il faut savoir ce qu'on veut. On vous a saisi. Parce que le président Paul Biya a tout mis à notre disposition. Si vous passez le temps à dire qu'il est vieux, il a mis du temps au pouvoir et qu'il ne doit plus être candidat, vous allez passer à côté de vos opportunités. Parce que vous êtes distrait par la politique. On vous a compris. Politique n'est pas maintenant, vous, Rose Simone Manguele, il faut dire que les opportunités sont une quête. Est-ce que vous, en tant que PDG, vous arrêtez de chercher les opportunités? Ah non, je n'arrête pas de chercher les opportunités. Madame Mandela a parlé des nouvelles technologies. Dans mon cabinet, j'ai développé une application qui s'appelle Mon Comptable 2.0 et puis qui aide les entrepreneurs qui ne sont pas capables de se payer un comptable, de pouvoir suivre eux-mêmes leur comptabilité. Et alors, donc, quel ça, conseil? c'est une opportunité que j'ai saisie et que j'exploite. Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun succès qui ne soit pas fondé sur des batailles, sur des échecs, sur des blessures, vraiment sur un parcours, j'ai envie de dire, de combattants. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, identifiez des mentors et des vrais mentors. Allez auprès de ces mentors qui vont vous tenir la main pour vous guider dans le chemin de l'entrepreneuriat. Et voilà le mot de fin sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos 5 invités. Tata Bakary, entrepreneur agricole innovant, cité notamment en exemple par le chef de l'État dans son discours du 10 février 2025. Darren Lambo et Bellet, enseignant au lycée de Mihira dans la région de l'extrême nord. Serge Ondobo, expert en lobbying financier et politique, PDG du groupe Mosisi. Rose Simone Manguele, directeur général du cabinet d'expertise financière M2 Finance. Et puis Karine Andela, promotrice du Made in Cameroun, présidente de Assegna. Voilà donc, merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du jeudi 13 février 2025. Bonne fête de la jeunesse encore à tous les jeunes. Ça continue. Bonne soirée.